Vladimir Poutine depuis plusieurs mois, mais la paix patine. La paix en Ukraine ne semble pas pour demain. Alors à qui la faute ? Eh bien, Pierre-Yves Rougeron, bien sûr, n'est pas responsable, mais en tout cas, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote, est là pour nous en parler. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Edouard. Merci en tout cas de votre présence une nouvelle fois dans Choc du Monde. Alors Marco Rubio a estimé que si Donald Trump échouait à obtenir un accord de paix en Ukraine, pour l'Ukraine, personne d'autre ne le pourrait. À votre avis, vrai ou faux, Pierre-Yves Rougeron ? À peu près certain. À peu près certain. Si on revoit l'échiquier, c'est très simple. La phrase de Rubio nous donne une indication qui est assez terrible, qui est que la diplomatie américaine commence à se fatiguer sur ce dossier. Pourquoi ? Si on reprend l'échiquier, on comprend que l'échéance de temps n'est pas la même pour tout le monde. Pour Donald Trump, il faut se débarrasser de ce conflit dont l'Amérique ne veut plus. Alors évidemment, pas d'hommes, et pas d'argent pour l'Ukraine. L'électorat trumpiste n'en veut plus. Il faut se débarrasser du bébé avant les élections de mi-mandat. Parce que la grande peur de Donald Trump, ce n'est pas que ce qui reste pour l'instant du Parti démocrate, qui a quand même pas totalement relevé la tête, et les événements récents et le sectarisme d'une partie de sa jeunesse va pas le servir. C'est pas que le Parti démocrate fasse une campagne de mi-mandat, vous vous rendez compte, Trump a échoué dans les négociations. Ça ne leur rapporterait rien. Ça se règle toujours sur des affaires de politique intérieure. Les élections de mi-mandat américaines, ce serait qu'une part de l'électorat MAGA disent bon, ça devait être réglé ça. Donc, on va pas voter contre toi évidemment, mais on va faire une grève du zèle. Tout à fait possible, qui pourrait lui coûter potentiellement cher. Donc, tu vois, la Maison-Blanche a peu de temps. De l'autre côté, Vladimir Poutine sait que Donald Trump a peu de temps. Et lui, il maximise son avantage. Ses armes triomphent. Il a relativement peu de pertes vu sa stratégie militaire. L'économie russe est relativement solide. Elle commence à avoir des signes d'essoufflement. Mais on est loin des fantasmes européens d'écroulement. On en est très très loin. Donc, il joue la montre. Et d'un point de vue stratégique, il n'a pas tort. Alors tu me diras, et Zelensky là-dedans ? Zelensky, lui, il joue la montre pour une autre raison. C'est que je rappelle que Zelensky a quand même des problèmes de légitimité sérieux à justifier son maintien en place. Depuis printemps 2024, son mandat a pris fin. Bah oui, ça commence un peu à faire quand même. Donc, je veux bien qu'on utilise l'état d'urgence, mais ça va que l'état d'urgence qui dure 1 an. Si on se rappelle, il y a quelques mois, il n'était pas contre de se retirer. Là, il risque d'être retiré. Quand tu vois la montée dans la communication otanienne de quelqu'un comme Zaloujny, tu te poses des questions. Parce que, à un moment, Zelensky n'était pas contre. Le problème, c'est les conditions de sa sortie. Et comme je pense, une partie, ce soit des oligarques ukrainiens, que ce soit de tout ce qui fait aujourd'hui le squelette de l'armée ukrainienne, soit les bandéristes ou bataillons de représailles, ou appelle-les comme tu veux, mais c'est quand même, ils sont pas uniquement des soldats, ce sont aussi les commissaires politiques de l'armée ukrainienne, dont d'ailleurs, selon plusieurs publications, l'influence a accru en fait pendant la guerre. Bah évidemment, ce sont des troupes très aguerris, ils savent se battre, et surtout, au lieu d'être mis en bataillon fermé, ils ont été, si tu veux, dilués dans l'ensemble de l'armée ukrainienne comme commissaires. Donc, ça n'a pu que les renforcer. Tous ces groupes veulent bien que Zelensky s'en aille, mais à plusieurs conditions. Premièrement, les avoirs qui sont les siens. Deuxièmement, sa stratégie de communication une fois qu'il sera parti, parce qu'il ne faudrait pas que le petit merle ait des envies de chant. Tu vois, il y a malheureusement un côté très... La guerre est toujours sale, mais la guerre d'Ukraine n'est pas... Que monsieur Zelensky se mette à conférencer aux 4 coins du monde, vu que c'est quelqu'un de très volubile. Il y a quand même des gens qui ont aussi des choses à cacher sur le territoire ukrainien. Donc, la seule chose, c'est que là, maintenant, Zelensky, pour des raisons de survie, lui, il doit s'accrocher à son siège. Et comme il a les radicaux tout autour de lui, radicaux oligarques, radicaux idéologiques, il peut pas négocier. Parce que s'il négocie, il perd sa tête. Surtout dans une Ukraine où les règlements de compte commencent. Vois ce qui s'est passé il y a quelques jours. Qui est sorti. On l'avait annoncé. Il ne peut pas céder parce qu'il joue sa vie. C'est ce que vous dites. C'est d'ailleurs plusieurs révélations dans ce sens-là dans la presse, principalement anglo-saxonne.
Oui, c'est le... Et les règlements de compte commencent. Là, tu as l'un des créateurs de Svoboda, si mes souvenirs sont bons, qui a été tué par un père de famille. Et malheureusement, ça va se multiplier. Et le pire, c'est que c'était annoncé. Mon camarade Romain Bessonnet l'avait annoncé dès 2022, que quand il y aurait des saisies de civils en Ukraine de l'Ouest, la vague de règlements de compte suivrait. Elle suit. Donc, tu comprends qu'à la place de M. Zelensky, disons qu'aujourd'hui, à l'exception... Cette formule est volontairement provocante, tu me la pardonneras, mais elle n'est pas tactiquement fausse. À l'exception de Donald Trump et de Vladimir Poutine, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont un intérêt à ce que M. Zelensky reste en vie. Et je pense qu'il en est parfaitement conscient. Et que la plupart des gens qui, disons, ne le pleureraient pas à chaudes larmes, sont ukrainiens. Et tu vois la prudence que le personnage doit avoir. Ensuite, imagine Donald Trump se retire. Parce que c'était l'un des sens de ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le pourrait ? Personne. Personne. La Chine ne le peut pas. Les Européens sont une plaie de surinfection sur ce conflit. Alors, nous allons parler évidemment des Européens. Et le pire, c'est que les Ukrainiens ne le veulent pas, les Russes ne le veulent pas, mais à la rigueur, chez les Russes, c'est rationnel. Chez les Ukrainiens, tu as un agenda politique qui étouffe ce qu'un nationalisme bien compris commanderait, c'est-à-dire qu'on sauve le peuple ukrainien. Si les chiffres russes sont vrais. Rappelons, voilà. 1,7 million. 1,7. Ce qui serait, enfin, si tu veux, ça voudrait dire quand même 600 000 depuis janvier, ça ferait 100 000, quasiment 100 000 par mois. Bon, les 80 000, c'est quand même considérable. Ce serait considérable, mais de la Première Guerre mondiale, on n'est pas tout du à fait, sur la même... tout à fait. Mais par contre, si tu veux, on est quand même sur des batailles d'artillerie, hein, donc si tu veux, ça fait quand même beaucoup de viande. Hein. Mais le problème, c'est que, allez, admettons que ce soit que 750 000, 800 000, 900 000, 1 million. C'est déjà considérable pour un pays qui s'est vidé depuis son indépendance. Donc le problème, c'est qui pense au bidas ukrainien. Surtout que d'un point de vue strictement militaire, si la Russie n'a pas fait la guerre éclair qu'elle a imaginé faire au tout début, la Russie a néanmoins largement dominé la manche militaire. Alors, vous avez évoqué les Européens, une plaie de surinfection, dites-vous. L'Europe, bon, clairement, en ce moment, là, depuis plusieurs jours, elle joue à se faire peur, enfin, plusieurs mois, plusieurs années. Parlons des affaires de drones. Je le rappelle, 19 drones ont été abattus la semaine passée au-dessus du territoire polonais. Évidemment, Varsovie a accusé Moscou, et puis l'Europe entière a accusé Moscou. Hier, un drone a survolé la Roumanie. L'Europe entière a encore une fois accusé Moscou. Donc après ces supposées incursions russes, Zelensky a tempêté sur X, je cite, « Il s'agit d'une extension évidente de la guerre ». Quant à lui, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, le 13 septembre a dénoncé le Parti européen de la guerre et l'hystérie ambiante. Entre les deux, qui croire ? Pierre-Yves Rougeron. Alors c'est très difficile parce que si vous voulez, il y a plusieurs versions de ces incursions. Ça peut tout à fait, en tout cas par exemple pour le roumain, ça peut tout à fait avoir un aspect, disons, en partie accidentel. Ça peut tout à fait être quelque chose de volontaire de la part des Russes. Ensuite, envoyer des drones de cette manière dans un pays aussi paranoïaque que la Pologne, faut vouloir vraiment je vois pas l'aspect stratégique ou l'aspect l'aspect rationnel. Vous faites pas un coup de pression avec des drones, avec 19 drones. Vous pouvez faire un coup de pression avec une armada de drones. Ça, c'est impressionnant. Avec 19 drones, avec un drone. Dans le cas roumain, enfin, c'est quand même beaucoup de travail pour peu de plaisir. Plutôt une erreur, c'est ce que Trump avait dit d'ailleurs. Plutôt une erreur, ou alors il y a un autre scénario technique qui est possible. Il faut savoir, comme vous le savez, comme nos téléspectateurs aguerris sur TVL le savent, la puissance du drone, c'est l'effet de saturation. C'est pour ça qu'on les envoie en essaim. Le problème, c'est que si on envoie des drones en essaim, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des drones leurres. C'est-à-dire des drones qui ne sont là que pour attirer la riposte de l'ennemi et pouvoir permettre aux drones armés de passer. Si ce n'est même aux missiles. Bien sûr. Cas typique, ce qui s'est passé Israël-Iran. Or, ces drones-là sont très aisément piratables. Et les hackers ukrainiens ont déjà prouvé qu'ils n'étaient pas des hackers du dimanche. Suivez mon raisonnement, parce que si on met de la rationalité là-dedans, la seule personne qui a intérêt à ces incursions,
c'est Zelensky. Donc qu'est-ce que c'est, un false flag, comme on dit ? Ce ne serait pas totalement impossible, parce que ça lui permet de dire aux Européens de refaire un couplet qui est quand même le disque primé au top 50 de Zelensky, qui est à boule le pognon. Et mais que fait-il depuis ces incursions ? J'ai besoin d'armes, vous aussi vous êtes attaqués, et le pire, c'est qu'est-ce qu'il vise ? Il vise le pays qui ne rêve que d'entendre ça, qui est Varsovie. Où en plus, les oligarques ukrainiens ont aujourd'hui des liens extrêmement forts, vu qu'ils s'y sont retranchés en 2022. Donc, moi, si vous voulez, Alors certains ont évoqué la portée maximale de ces drones russes, 700 km, alors que la distance à la frontière polonaise est de 900. Ce qui pose un grand problème technique, en tout cas. Si vous voulez, les Européens ont intérêt à ce genre de récit parce que ça hâte leur agenda de fédéralisation par la guerre et la tension. Et Zelensky y a intérêt. Je ne vois pas l'intérêt des Russes. Or, moi, je refuse le culturalisme imbécile qui, d'ailleurs, a égaré les Occidentaux depuis le début de ce conflit, qui est de dire que les Russes sont des alcooliques sans rationalité. C'est faux. Il n'y a pas un acte que Vladimir Poutine ait fait depuis 2022 qui ne soit pas explicable. Je ne vois pas pourquoi celui-ci serait différent. Alors venons-en, nous allons venir aux menaces de sanctions de Trump à l'égard de Vladimir Poutine et de Moscou. Avant cela, la force de réassurance. La force de réassurance, Paris a déployé déjà dans l'immédiat 3 Rafales en Pologne. Et avant cela, Emmanuel Macron évoque une force de réassurance menée par Paris et Londres avec 24 autres contributeurs, 10 000 hommes à minima seraient déployés, ce qui suppose une logistique au moins 5 fois plus nombreuse, donc cela pourrait concerner 50 000 soldats, mais cela en cas d'accord de paix. Alors là, nous avons, nous Européens, absolument pas le moindre début d'idée sur cet accord de paix. Pourquoi selon vous ? Alors, vous me permettrez, quand je parle des Européens, je vais certainement pas dire nous, déjà l'Europe fait tout pour que cet accord n'ait pas lieu. Et c'est d'ailleurs ce que la diplomatie américaine a acté en imposant le adult in the room, c'est-à-dire les Européens dehors, en dehors du processus de négociation, et fort heureusement d'ailleurs. Cette force de réassurance, les Russes n'en voudront pas. Les Russes voudront que ce soit une force multinationale, avec beaucoup de nations des BRICS, mais certainement pas d'Européens. Et c'est normal, c'est la logique classique, c'est la logique depuis les accords de Minsk. Les Européens ont avoué avoir dévié les accords de Minsk. Vous n'allez pas donner du crédit en termes d'une force de réassurance à des gens qui se sont vantés de leur duplicité internationale. Une vraie force de maintien de la paix. Oui, bien sûr. L'équivalent de casque bleu qui s'interpose entre Russes et Ukrainiens. Mais attention, je le maintiens, parce que j'ai déjà eu analysé avec d'autres collègues cette situation. Je souhaite bonne chance à la force en question, parce qu'il va falloir désarmer les milices. Ce sont des milices surarmées, parce qu'on a quand même vidé les arsenaux de l'OTAN pour eux, et ce sont des milices lourdement idéologisées. Celui qui voudra retirer les flingues de la main des bandéristes, je lui souhaite bien du plaisir. Et si... Je vais prendre l'exemple de troupes onusiennes. Ce ne sera pas des casques bleus mais faisons le parallèle. Comme vous le savez, ce sont principalement des soldats issus du Bangladesh ou autres qui sont plus dissuasifs qu'autre chose. Ils ne sont pas habitués au combat d'intensité. Or, désarmer les milices en Ukraine, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je vois mal une force internationale accepter de perdre autant d'hommes, parce qu'ils vont se défendre. Toute une partie va partir de l'Ukraine. Une autre plongée dans la mafia. Mais il y en a toute une partie qui va se défendre. Et ils savent se défendre. Je souhaite bonne chance au mec qui le fera. Et tant que les Européens maintiendront leur projet à eux, c'est-à-dire en réalité de donner du temps à l'Ukraine pour se remilitariser. En tout cas, c'est ce qui sera dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit des Chinois, dans l'esprit des Russes, dans l'esprit de tout le monde. Donc si les Européens veulent réellement du bien aux Ukrainiens, la meilleure chose, c'est bas les pattes. Alors Donald Trump, quant à lui, a menacé de sanctions la Russie. En même temps, la Russie mène les exercices Zapad de 2025
en partie en Biélorussie, mais aussi à Kaliningrad. La Russie, d'ailleurs, a diffusé des images d'un système de missiles Kaliber déployé pendant ces exercices à Kaliningrad. Nous voyons cela à l'image. Nous verrons aussi la carte. C'est évidemment une vidéo qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux le 12 septembre dernier. Les Polonais, Pierre-Yves Rougeron, les Polonais et les Baltes ont-ils raison quand même de craindre la Russie, de craindre ces démonstrations de force ? Il est sûr que quand vous avez un voisin puissant militairement et qu'il montre les muscles, il est certain que vous pouvez, que vous pouvez de temps en temps trembler. Vous pouvez d'autant plus trembler si vous êtes totalement innocent du fait qu'il montre les muscles. Dans le cas présent, c'est pas tout à fait le cas. Si vous voulez, que ce soit Varsovie ou surtout les États baltes, c'est devenu des points de pourrissement de nos rapports avec les Russes. Et la manière dont, que ce soit les Polonais ou que ce soit les Baltes, s'expriment avec assurance à la fois pour inventer des affaires. Moi, j'étais aux commissions de la défense au Parlement européen, donc les affaires russes inventées par les renseignements polonais, il faudrait 2 émissions pour que je vous les raconte toutes. Or, le problème, c'est que quand vous-même, vous la ramenez comme un petit chien qui mord derrière les pattes d'un gros chien, faut se méfier un moment d'un retour de coup de gueule. C'est le grand problème de Varsovie, c'est surtout le grand problème des Baltes. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pensez que nous sommes, je ne vais pas dire dépendants, parce que ce n'est pas la bonne expression, mais en tout cas nous sommes suivistes avec les Baltes et les Polonais ? En tout cas, sur ces dossiers-là, nous leur donnons des assurances que nous n'avons pas à leur donner. Ça ne nous concerne pas. Faut-il abandonner les Baltes et les Polonais ? Mais personne... si vous voulez les abandonner, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais vous le dire sincèrement. Parce que on leur a rien promis. On leur a rien promis. Je rappelle tout de même qu'on parle de la Pologne, donc un pays qui s'est outrageusement enrichi sur notre dos. Je rappelle que les Baltes, nous n'avons pas d'histoire particulière avec ces gens, et aucun de ces 2 pays ne vaut la vie d'un soldat français. Or, et surtout, ils ne sont pas en danger. Ils ne sont pas en danger. La Russie, et elle l'a prouvé par l'Ukraine, la Russie voudrait attaquer toute l'Europe de l'Ouest, elle mobiliserait 300 000 hommes au sol. C'est ridicule. Tout ceci est ridicule. Toute l'armée russe, ça fait 1 million d'hommes. Et vous pensez que 1 million d'hommes russes, allez, tout, jusqu'aux cantiniers et aux informaticiens, hein. Bon, et vous pensez que ces 1 million d'hommes peuvent envahir un territoire où il y a 300 millions de personnes ? Donc là, le parapluie de l'OTAN est suffisant pour eux ? Non, mais le parapluie de l'OTAN est suffisant. De toute façon, ils ne veulent pas d'une coopération d'égal à égal avec nous, et ça ne sert à rien de nous appeler ou de pleurnicher quand, d'habitude, on vit à nos crochets. Donc, les Russes, est-ce qu'ils iront jusqu'à Varsovie ? Je vous le dis, sincèrement, je pense qu'ils ne le veulent pas, ils sont pas assez bêtes, parce que n'oubliez jamais ce que sont la Pologne et tous ces pays-là pour un ex-soviétique. C'est-à-dire ce sont des pays dont le fait de les entretenir a ruiné la Russie. Beaucoup de Russes en sont persuadés, et pas totalement à tort. Donc jamais ils voudront le refaire. Jamais. Par contre, si ces pays-là viennent les chercher, ils se battront avec plaisir. La Pologne le sait d'ailleurs, vu qu'elle a envoyé plusieurs milliers de mercenaires au sol en Ukraine, et que ça s'est mal passé, qu'elle le sait. Nous allons venir encore une fois aux menaces de sanctions de Trump à l'égard de Vladimir Poutine, mais encore un détail intéressant, encore des images. Les États-Unis étaient représentés parmi les observateurs internationaux hier aux exercices Zapad russes. Voici des images que vous voyez à l'écran. Des officiers américains ont été filmés, refusant bien sûr de répondre à la presse, mais ils étaient présents entre des Indiens et des Chinois. Aucun pays, bien sûr, de l'Union européenne n'était présent, mais Washington donc. Si, qu'est-ce que cela veut dire d'après vous, Pierre ? Mais pour une raison qui est simple, c'est que les Américains ont leur propre agenda et que Donald Trump, qui est obligé de gérer avec les impériaux, ce qu'on appelle, je pense, d'un terme qui est totalement dévalué aujourd'hui, néoconservateur, ça a eu tellement de sens que ça n'en a plus. Il est obligé de jouer avec, vous le voyez dans le cas vénézuélien par exemple, mais il a aussi une autre diplomatie qui s'adapte au monde tel qu'il est. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas eu d'officier français là-bas. Il aurait été normal qu'il y en eût. De toute façon, ces exercices, vont monter en gamme.
vu qu'ils ne concernent que des armées qui montent en gamme. Donc ils vont monter en gamme collectivement. Et surtout, la bouderie de gens dont tout le monde se fout, donc les Européens, ne change rien à l'affaire. Donald Trump maintient l'Amérique dans tous les cénacles. Ce faisant, il fait son job. Alors Donald Trump, il a essayé, maintenant on se demande quelquefois ce qu'il veut, vous semblez l'expliquer, Pierre-Yves Rougiron. Le président américain a adressé un courrier aux dirigeants européens leur reprochant de toujours acheter des hydrocarbures russes. Bref, dit-il, de parler au lieu d'agir. Je vous propose, Pierre-Yves Rougiron, un court résumé de cette situation pour que tout soit clair. Washington n'intensifiera les sanctions contre Moscou que si les membres de l'OTAN cessent leurs achats de pétrole russe. Selon Donald Trump, les sanctions européennes contre la Russie sont trop faibles. À l'en croire, l'engagement de l'OTAN a été inférieur à 100% et l'achat de pétrole russe affaiblit le pouvoir de négociation occidental sur Moscou. Ils parlent et ils n'agissent pas, a-t-il fustigé alors que l'Union européenne prépare son 19e train de sanctions contre la Russie. Pire, le dirigeant américain a proposé que les membres de l'OTAN impose des droits de douane de 50 à 100% à la Chine, des sanctions secondaires pour que Xi Jinping fasse pression sur Vladimir Poutine. Le président russe a quant à lui mis en garde les pays occidentaux contre toute tentative punitive visant la Chine et l'Inde. Un tel ton colonial est inacceptable, a-t-il déclaré à Pékin au début du mois de septembre. Pierre-Yves Rougiron, que fait Vladimir Poutine? Pousse-t-il vraiment en fait les Européens à agir ainsi contre Moscou ou a-t-il envie? Que fait Donald Trump, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Oui. Que fait-il? On a l'impression en fait qu'il raisonne par l'absurde pour dénoncer le comportement des Européens. Alors, Donald Trump, et c'est là où on voit que c'est un vrai dirigeant politique, ce que les Européens ne sont plus, il n'y a jamais d'idée... C'est ça que j'aime bien, parce que c'est drôle, moi, je suis entre autres historien des idées politiques, donc j'aime beaucoup voir la grille intellectuelle de quelqu'un. Mais ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il met de l'idéologie dans rien. Là, il fait quelque chose de très simple. Il fait du billard. Il devait être redoutable au billard comme type. Il utilise une version agressive des droits de douane. Je rappelle que les droits de douane, dont je suis un chaud partisan, les droits de douane ne servent pas en offensif. Les droits de douane sont faits pour vous donner du temps de remobilisation économique et les moyens. Ils ne servent pas en offensif, ça ne sert à rien. Donald Trump le sait. Il sait que vous pouvez entrer dans une guerre tarifaire avec l'usine du monde, la Chine, qui produit au passage vos consommations intermédiaires. Donc, les droits de douane que vous allez mettre, vu que vous les mettez en offensif et non en défensif, vont rendre vos consommations finales plus chères. Là, il sait très bien que les droits de douane, c'est pas que c'est mauvais les droits de douane, c'est très bien. Mais ça ne sert pas à ça. Si vous voulez, quand vous avez une baïonnette, vous vous asseyez pas dessus. Ça en fait pas un mauvais outil. La seule chose, il faut pas s'asseoir dessus. Ben là, c'est pareil. Alors, quel est le but de Donald Trump, vu qu'il sait très bien ça? Il est très malin. Eh bien, tout simplement, il dit aux Européens, vous allez faire cette guerre commerciale à ma place comme des crétins, et donc, qui va récupérer ensuite vos boîtes qui vont être obligées de se délocaliser, vu que vous allez vous faire une guerre avec l'usine du monde qui, je rappelle, a 50% de l'industrie mondiale. Eh ben, elles vont aller où les boîtes? Elles vont aller là où l'énergie n'est pas chère, vu qu'on va attaquer l'Inde pour la même raison, et l'Inde, c'est en réalité de retaxer du pétrole russe qui transite par l'Inde. Vous allez avoir des consommations intermédiaires plus chères, et donc les boîtes européennes elles vont faire quoi? Elles vont aller là où l'énergie est pas chère et les consommations intermédiaires sont pas chères, donc elles vont aller aux États-Unis. Ce n'est pas du tout la Chine et l'Inde les buts de tout ça. Il sait très bien que la Chine et l'Inde ne contraindront pas Moscou. Pourquoi faire? En tout cas, Modi a refusé. Tu m'étonnes. Ça vous fait d'ailleurs un peu rêver, vous, Pierre-Yves Rougiron, cette fermeté de Narendra Modi? Pourquoi ça me ferait rêver? Ce sont des chefs d'État souverains. Sont des chefs d'État souverains qui refusent qu'on leur marche sur les pieds. Bon, l'absence de souveraineté fait des peuples de la vête et des dirigeants la vête. Bon, nous on est tellement habitués à ce qu'on nous marche dessus qu'on comprend pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas les chaussures mais ont le dos, et le fait de se faire marcher dessus ne leur plaît qu'à moitié. C'est une question importante parce que on ne peut pas traiter, semble-t-il, surtout avec la situation actuelle, le dossier
internationale de la crise ukrainienne et les dossiers français de la crise, qui semble de plus en plus une crise de régime en France. Évidemment, nous avons un nouveau Premier ministre, même si le gouvernement reste pour le moins indécis. La France peut-elle se soucier de l'Ukraine avec les circonstances qui nous frappent ? Déjà, un pays non souverain peut se soucier, jongler avec une balle sur le nez ou vous faire le café, tout le monde s'en fout. Un de mes meilleurs amis, Jonathan Alperi, est un grand reporter de guerre américain, spécialiste de la guerre contre les narcos. Lui, il a l'habitude face aux Européens d'arriver aux tables et de dire souverain, pas souverain, dehors. C'est la méthode américaine. Et il a raison. Faut plus prendre de gants avec les Européens. Qu'est-ce que vous croyez que la France puisse se permettre ? La France ne peut rien se permettre parce que la France n'existe plus tant qu'elle n'est pas souveraine. Point. Donc la France ne peut pas, si vous voulez, la France peut se soucier tant qu'elle veut. Vous savez, le grand problème quand vous n'êtes pas souverain, c'est que tout ce que vous faites est marqué de deux sceaux. La fausseté, tout est faux, et nos amis anglais appelleraient ça irrelevant. La caducité. Voilà. Donc si vous voulez, la France peut s'inquiéter tant qu'elle veut, ça ne change rien, tout simplement parce que la France n'a pas la maîtrise de son destin, et sur l'échiquier international, il n'y a pas de place pour les strapontins. Sur l'échiquier international, il n'y a pas de place pour les strapontins. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pierre-Yves Rougeron, merci pour votre présence ici dans